14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Quand on me dit que c'est peut-être un crime, là je tombe vraiment des nues. Déjà le suicide, j'avais du mal à l'accepter. Un crime, c'est pas normal. C'est quelque chose qui n'arrive que dans les journaux. Ça ne peut pas vous arriver à vous. Bonjour, le 13 décembre 2011, Michel Laforge, 64 ans, est découverte morte dans la baignoire de son appartement parisien. Un suicide ? Peut-être, mais à y regarder de plus près, le doute s'installe. Il pourrait s'agir d'une mise en scène destinée à cacher un homicide. Le crime d'un familier, puisque l'auteur connaissait les lieux et pouvait aller et venir comme il le souhaitait dans l'appartement. La suspecte numéro 1 va vite être démasquée. Une femme de ménage considérée comme une voleuse cupide et pouvant être violente. Fin de l'histoire, sauf qu'en dépit d'éléments accusateurs, de suspicions parfaitement fondées, le personnage de la femme de ménage ne s'imbrique pas parfaitement dans ce puzzle criminel. Fait rarissime en matière judiciaire, la partie civile va s'allier à la défense de l'accusé pour dire que la vérité sur la mort de Michel Laforge est sans doute ailleurs et qu'il manque bien d'autres pièces pour compléter ce tableau. Alors, qui a tué la maîtresse de maison ? L'enquête, 10 ans après les faits, va-t-elle rebondir ? Question posée à nos invités et acteurs de cette étrange affaire. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort mystérieuse à l'hiver 2011 à Paris de Michel Laforge. On va la retrouver sans vie dans son appartement. Était-elle si dépressive au point d'avoir mis fin à ses jours ? Ce 13 décembre 2011, Hervé Laforge, vétérinaire dont le cabinet est installé dans le 15e arrondissement de la capitale, regarde sa montre. Il est un peu plus de 13h et son épouse Michel ne l'a pas rejoint au restaurant où il déjeune avec Franck, un ami du couple. Les minutes s'égrènent et toujours pas de Michel. Le téléphone de l'appartement ne répond pas. Aux alentours de 15h, le vétérinaire se rend donc au domicile, 21 rue Ginoux, dans le 15e arrondissement. Personne dans le logement, jusqu'à ce que Hervé Laforge pénètre dans la salle de bain. Son épouse, en partie dénudée, gît dans la baignoire, immergée dans une eau rougeâtre. On aperçoit une partie de son visage. Les pieds sont eux aussi visibles, les chevilles sont croisées. Michel Laforge, 64 ans, est décédé. Elle tient dans une main un sèche-cheveux qui est branché dans la prise. Quand je l'ai vu, j'ai immédiatement pensé à un suicide, même si je n'en comprenais pas la raison, dira plus tard Hervé Laforge. Sur une commode, on trouve des photos de la mère de la défunte, morte depuis quelques années, ainsi que des documents sur les dispositions à prendre en cas de décès. La police effectue les premières constatations et note une série de détails troublants. Ce n'est pas le sèche-cheveux qui a causé la mort. S'il avait été actionné dans l'eau, les plombs auraient sauté et ça n'est pas le cas. Il y a également des traces de sang un peu partout dans l'appartement. En passant les pièces au Blue Star, la police scientifique en détecte sur des housses de club de golf. Dans l'évier, il est également retrouvé quelques cheveux ensanglantés qui ont été nettoyés. La thèse du suicide s'éloigne. D'autant plus que 2 voisines ont entendu aux alentours de midi un cri strident de femme sans pouvoir le localiser. Le mari signale que des bijoux appartenant à son épouse ont été dérobés ainsi qu'une somme en liquide qui se trouvait dans une enveloppe. L'autopsie indique que Michel Laforge est probablement morte par noyade, pas de certitude, mais sûrement pas par hydrocution. La victime porte une petite plaie à l'arrière du crâne. Elle a sans doute été frappée avec un objet. Le légiste relève encore une meurtrissure à la lèvre et quelques ecchymoses. Michel, selon lui, ne s'est pas défendu. La brigade criminelle saisie du dossier veut savoir qui pouvait en vouloir à Michel Laforge, jusqu'à imaginer ce simulacre de suicide. Michel était à la tête de la boutique animalière Chat comme Chien, située juste à côté du cabinet de son mari, vétérinaire. Elle est décrite comme une femme au caractère bien trempé et qui peut s'emporter rapidement. Avenante avec les gens qu'elle aime bien, volontiers cassante avec les autres. Son mari indique que le couple a même failli divorcer il y a quelques années. Malgré ses accès d'autorité, on ne lui connaît pas d'ennemis. Seule certitude, Michel Laforge n'était absolument pas suicidaire. Elle avait rendez-vous ce jour-là à 10h30 chez l'esthéticienne, rendez-vous qui n'avait pas été décommandé. La crime estime que celui ou celle qui l'a tué a pu l'approcher facilement. Il pourrait s'agir d'un familier.
Et on va voir dans le chapitre suivant de cette heure du crime comment et pourquoi la femme de ménage du couple va se retrouver en première ligne dans ce dossier. On va en rester pour l'instant à cette journée du 13 décembre 2011. C'était pratiquement il y a 10 ans pile. On sait que le suicide de Michel Laforge ne tient pas. Bonjour Virginie Clériot. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime et d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la fille de Michel Laforge. Ma question, première question, elle est toute simple. Qui est Michel Laforge ? Qui était votre mère ? Je suis la fille unique de Michel Laforge. Et le portrait de ma mère, c'était une femme très dynamique, en dépit d'une petite santé, et elle avait des problèmes de hanche assez graves. Elle avait du mal à se déplacer, c'est ça ? Oui, elle devait se faire réopérer de la hanche, des hanches, et elle allait se dialyser tous les 15 jours. Mais néanmoins, elle était une femme pétillante et une bonne vivante. C'était également une très belle femme, très jolie, très coquette. Et elle avait des liens très forts avec mes enfants, ces petits-enfants qu'elle voyait très souvent. C'est ça. Est-ce que vous nous faites le portrait d'une femme, excusez-moi, mais qui, je l'ai dit, mais qui est vraiment pas suicidaire. On n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui avait envie de mettre fin à ses jours. Tout sauf ça. Ma mère, c'était vraiment l'antidote de la déprime. Elle était drôle, elle était pétillante, elle adorait rire. Elle avait organisé un voyage et elle prenait l'avion quelques jours. Elle devait prendre l'avion quelques jours après le 13 décembre. Donc non, il n'y a que le mari pour croire à cette thèse-là. Alors on va y revenir à cette thèse-là justement. Vous, quand vous apprenez, Virginie Clériot, la mort de votre mère, quel est votre sentiment ? Alors, je ne sais pas si on vous dit d'abord c'est un suicide ou ensuite on vous dit c'est un meurtre. Comment vous l'apprenez ? Alors, étonnamment, je ne l'apprends pas par le mari, qui n'est pas mon père. Hein. Oui, il faut le préciser. Non. Il ne m'a pas élevée non plus. Ils se sont mariés, le couple s'est marié tard. Ils ont été en couple pendant 17 ans. Vous pouvez répéter la question ? Simplement, comment vous apprenez la mort de votre mère ? Est-ce qu'on vous dit déjà c'est un suicide ? Non, je l'apprends de façon étonnante. Le mari ne m'appelle pas. Il avait l'occasion d'appeler, puisque il a appelé. Il a votre téléphone. Voilà, mais il a préféré appeler le père de mes enfants. Et c'est donc le papa qui est venu me voir. Il était effondré et qui m'a appris la nouvelle. Écoutez, je sais pas quoi vous dire quand vous savez qu'elle a été tuée, ou il y a des soupçons, en tout cas, on pense que c'est pas très clair cette histoire de baignoire. Vous réagissez comment ? En fait, le mari tient à cette thèse-là du suicide, mais étonnamment, il n'y a que lui qui croit. Nous, pas du tout, c'était juste impossible. Comme je vous ai décrit ma mère, c'était pas possible. Et donc, ça a plané un peu, parce que j'étais assommée, je le suis restée pendant de très longs mois. On le serait à moins, c'est bien normal. Et puis petit à petit, les choses ont bougé et voilà, il fallait se rendre à l'évidence que ça ne pouvait pas être un suicide. Le mari restait dans ses positions. On lui a proposé d'imaginer un crime, d'imaginer un accident. Ah oui, pourquoi pas l'accident. Ma mère ne prenait jamais de bain puisqu'elle avait des problèmes de hanche. Ah, c'est important. Donc jamais elle fréquentait cette baignoire, j'ai envie de dire, c'est ça ? Non, à quelques exceptions près, elle pouvait y faire tremper des nappes. Oui, c'est ça, pour faire un peu de lessive, d'élénage, etc. Voilà. Comme ça se fait beaucoup d'ailleurs dans toutes les familles, j'ai envie de dire. Maître Damien Brossier, bonjour. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être vous aussi dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de Virginie Clériot qu'on vient d'entendre. J'ai envie de vous demander des détails sur cette scène de crime. À quoi elle ressemble cette... On ne sait pas encore si c'est une scène de crime, scène de suicide, scène d'accident ou cette scène de crime. On ne sait pas, cette scène, à quoi elle ressemble. Alors, à quoi est-ce qu'elle ressemble ? Alors,
Il y a assez rapidement des observations premières, puis des vérifications rapides qui permettent d'écarter complètement un suicide et je pense également un accident. Alors c'est une baignoire qui est remplie d'eau, avec une personne qui s'y trouve, une eau qui est rougie de sang, et dans la main de la défunte, un sèche-cheveux. Donc le sèche-cheveux immédiatement fait penser à un accident. Évidemment, hydrocution. Voilà. Enfin, le fait d'avoir été électrocuté dans de l'eau qui est un élément favorisant. On fait des vérifications, les plombs n'ont pas sauté, ce qui aurait été le cas s'il y avait eu de l'électricité. Il n'y a pas d'électricité dans l'eau, les pompiers premiers intervenants s'en rendent compte immédiatement. Donc il n'y a pas eu d'électrocution. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a un sèche-cheveux dans la main ? Ça ressemble très clairement à une mise en scène. On a placé certainement ce sèche-cheveux dans la main de la victime. Très probablement, on a placé le sèche-cheveux dans la main pour faire croire peut-être un accident. Toujours sur ce lieu, on se rend compte qu'il y a une blessure à la tête, on se rend compte qu'il y a une ecchymose sur la lèvre, qui laisse penser à ce qu'il y a eu peut-être un mouvement de contrainte sur la bouche, peut-être pour noyer. On a des éléments ensuite liés à l'autopsie qui vont permettre de se rendre compte qu'en effet, madame est morte d'une noyade. Il y a sa tenue vestimentaire. Elle est torse nu, elle porte uniquement son soutien-gorge, mais qui est relevé au-dessus des seins, ce qui montre qu'il y a manifestement une scène de prise. On s'est agrippé. Au minimum, une scène de prise. Ça, c'est pour la salle de bain. Et puis ensuite, on a ce qui ressemble là aussi à une mise en scène de suicide avec des photos qui ont été exhibées de la mère sur son lit de mort de la victime, des éléments liés à des documents administratifs liés au décès. Voilà. Donc il y a une mise en scène, semble-t-il, pour faire croire à un suicide. Une mise en scène pour faire croire à un suicide. Les auditions de témoins se poursuivent et une femme, Bnina Bouzoumita, la femme de ménage, va être plus particulièrement au centre de cette affaire, une témoin empêtrée dans ses contradictions. Heure du crime consacrée aujourd'hui à l'affaire Michel Laforge. Cette femme de 64 ans a été retrouvée morte dans sa baignoire. L'homicide ne fait guère de doute. La brigade criminelle s'intéresse à l'entourage de la victime et à la femme de ménage. Les policiers entendent Bnina Bouzoumita, la femme de ménage des Laforge, que tout le monde appelle familièrement Lamia. Celle-ci indique tout d'abord qu'elle n'a pas travaillé cette semaine chez le couple, elle est restée chez elle dans le 13e arrondissement, mais le bornage de son téléphone portable dit le contraire. Elle était dans le secteur de la rue Ginoux le jour du crime. Lamia reconnaît qu'elle est allée dans le quartier, mais pas chez les Laforge. Elle indique avoir déposé des petites annonces dans divers commerces, des propositions pour des heures de ménage. Les enquêteurs ne trouvent aucune trace de ces petites annonces dans les magasins du secteur. 17 janvier 2012, Bnina Bouzoumita est interpellée à son domicile. On trouve chez elle la carte de visite d'un magasin spécialisé dans la vente et l'achat d'or. La femme de ménage a vendu 40 grammes d'or le 13 décembre, jour de la découverte du corps. Des bijoux qui appartenaient à sa fille, assure-t-elle. L'employé de maison, pressé de questions, finit par admettre qu'elle s'est rendue au domicile de Michel Laforge. Au matin du 13 décembre, vers 10h30, elle assure avoir découvert le corps dans la baignoire. Elle ne savait pas si sa patronne était morte ou vivante. Elle a paniqué. Elle avait peur d'être suspectée. Les enquêteurs ont du mal à croire à cette version des faits, d'autant plus que Lamia a, selon eux, pris le temps de se rendre dans la chambre du couple, d'y dérober des bijoux et de l'argent liquide qui s'y trouvait. La femme de ménage admet le vol des bijoux, mais est incapable de dire ce qui lui est alors passé par la tête. « Je ne sais pas, ça a fait comme un flash », racontera-t-elle. Elle raconte encore qu'elle était au service des Laforge depuis le mois d'août 2011. Elle décrit la maîtresse de maison comme une femme exigeante et maniaque. La police penche pour le scénario d'une dispute. Michel Laforge aurait surpris l'employé en train de fouiller dans ses affaires et de lui dérober ses bijoux. Une bagarre aurait éclaté entre les deux femmes. Michel Laforge, souffrant de la hanche, n'aurait pas eu le temps de se défendre. Les enquêteurs reconnaissent avoir fonctionné par déduction. Dès lors qu'il y avait la femme de ménage, l'enquête était close, explique maître Thibaut Cotta, avocat de la suspecte numéro 1.
19 janvier 2012, Bnina Bouzoumita, 38 ans, est mise en examen pour vol avec violence ayant entraîné la mort. Cette femme, mariée, mère de 5 enfants, originaire de Tunisie et de nationalité française, est écrouée à la prison de Fleury-Mérogis. Même si le profil génétique de la femme de ménage n'a pas été détecté sur la scène de crime, ses explications floues et le vol des bijoux suffisent à la confondre. Les témoignages de ses anciens employeurs ne prêchent pas en sa faveur. Il la présente comme une voleuse, une menteuse. L'un d'eux indique avoir déposé plainte pour vol de bijoux et de chèques pour un préjudice avoisinant les 16 000 €. Et voilà donc qui fait beaucoup pour Bnina Bouzoumita, la femme de ménage qu'on appelle familièrement Lamia. Maître Damien Brossier, avocat de Virginie Clériot, la fille de Michel Laforge. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette mise en examen ? Le vol des bijoux, c'est vraiment ce qui la confond, qui la fait plonger, la femme de ménage ? Les vols des bijoux et ses mensonges. Si elle avait dès le départ, mais c'était difficile à faire, expliquer entièrement la situation, peut-être que l'enquête aurait évolué autrement, mais il y a les deux. Il y a les mensonges et le vol des bijoux. Donc ça fait beaucoup pour la brigade criminelle qui se pose des questions, fatalement. Évidemment. Donc on ne peut pas lui faire confiance dès lors qu'elle ment. Qui plus est, elle ne s'exprime pas très bien, je crois. Elle a du mal à se défendre. Elle a du mal à se défendre, elle est décrite comme ça. Moi, je ne l'ai pas vue, j'étais pas présent lors des différents procès. Mais elle a du mal à se défendre et surtout elle a du mal à expliquer une situation qui est, si ce qu'elle dit est vrai, quand même plus qu'embarrassante. C'est-à-dire qu'elle arrive sur les lieux, elle constate le drame et elle profite du drame. Et elle n'appelle pas les secours, c'est important aussi. Elle n'appelle pas les secours et elle profite du drame. Et elle profite du drame. Alors la voleuse est-elle la tueuse ? C'est toute la question qui va animer évidemment la brigade criminelle. Maître Brossier, il faut un double des clés pour rentrer dans cet appartement où la porte, elle est facile à ouvrir ? Alors d'après c'est une question importante, le fait de savoir si cette porte était ou pas fermée. Il semble que, alors déjà il y avait plusieurs jeux de clés, qu'on pouvait rentrer, semble-t-il, dans cet appartement, même si un jeu de clés se trouvait dans la serrure à l'intérieur. Mais alors, est-ce que c'est une porte qui a été ouverte volontairement ? Est-ce que c'est une porte qui a été ouverte alors qu'elle était ouverte non verrouillée ? Est-ce que c'est une porte qui a été ouverte avec des clés ? Il n'y a pas d'effraction, ça c'est une certitude. Il n'y a pas d'effraction. Il n'y a pas d'effraction, mais c'est la seule certitude. Ce que vous nous dites, maître, est très très important, presque capital, parce que effectivement les policiers vont relever que cette porte finalement elle était facile à ouvrir, hein, et que quelqu'un même qui avait un petit peu l'habitude ou qui aurait même repéré pourquoi pas cette porte, il pouvait y entrer sans problème. On est d'accord ? Oui. C'est un avis personnel que je vous donne. Allez-y. Moi, je pense que l'auteur de ce meurtre ou de ces coups mortels, mais de cet homicide volontaire, enfin de cet homicide, est un proche. Parce que j'ai du mal à imaginer quelqu'un s'introduire dans une maison, commettre ces faits-là et tenter de modifier la scène de crime pour faire passer ce crime pour un suicide ou pour un accident. Ça, j'ai beaucoup de mal à le penser. Donc je pense que ce sont des personnes qui sont des personnes proches. La personne qui a fait ça s'est introduite avec des clés ou peut-être avec l'accord de la victime et ensuite a modifié la scène de crime. Et la modification de scène de crime, c'est un élément très important. Et c'est même capital. Et c'est pas une modification banale, j'ai envie de dire, parce que c'est quelqu'un qui sait où sont les papiers presque de la victime, qui va exhiber ses photos, donc ça veut dire qu'il connaît la vie intime et la vie privée de la victime. Tout ça, c'est pas gratuit. Hein. On le relève comme ça un petit peu aujourd'hui. À l'époque, on a balayé ces éléments, un peu trop vite sans doute, mais là, c'est pas gratuit. Virginie Clériot, lorsque la femme de ménage est mise en examen, et puis elle va être écrouée, vous vous dites quoi ? Vous êtes la fille de Michel Laforge. Vous dites, ça y est, cette fois, finalement, cette femme de ménage, c'est une voleuse, et elle a pu tuer ma mère ? Ah ben, je vais faire comme la police. Dans un premier temps, je vais m'en contenter. Et puis, ma tante me réveille et elle me secoue et puis elle me dit, écoute, il y a des choses qui collent pas. Je voudrais qu'on prenne le temps de travailler ensemble le dossier et puis je vais t'expliquer ce qui va pas. Et donc à la lecture
à la relecture, à la relecture des PV, des témoignages de cette femme de ménage, Lamia, on comprend très vite que ce n'est pas possible que ça soit elle l'auteur de cette méticuleuse mise en scène. Cette femme ne savait ni lire ni écrire l'arabe. Alors, quant au français, voilà, on a bien compris qu'elle ne le comprenait pas. Et puis très vite, on s'est dit que, quand bien même, si c'était elle, pourquoi aurait-elle imaginé mettre en scène son méfait ? Bien sûr. Donc, elle aurait laissé le corps en cet état, etc. Et puis se serait peut-être enfui, même avec les bijoux, mais pas jusqu'à imaginer effectivement ce stratagème dont on parlait avec Maître Brossier, à savoir ces documents qui ont été sortis, qui sont entre autres, qui sont posés. En fait, on a essayé de nous faire comprendre, et c'est là où j'ai du mal, et je me pose la question, mais qu'a fait la police ? Et qu'a fait le commissaire, qu'a fait le procureur, comment c'est possible qu'ils se satisfassent de telles incertitudes. En fait, il aurait fallu que la femme de ménage, en une demi-heure, elle ait tué ma mère, l'ait portée, tirée dans la baignoire, l'aurait volé, aurait effacé toutes les traces d'ADN, parce qu'il n'y a pas une seule trace d'ADN de la femme de ménage, dans l'appartement, alors qu'elle fait le ménage quotidiennement, enfin deux fois par semaine. 2 fois la semaine. Elle aurait frotté les taches de sang partout dans l'appartement, fait une lessive, et enfin mettre en place la scène du séchoir à cheveux sans s'électrocuter. Non, ça tient pas debout. Dina Bouzoumila va passer de longs mois en détention, traverser des phases de dépression et continuer à nier le crime. Elle est toutefois renvoyée devant une cour d'assises pour y répondre de la mort de sa patronne. L'expert psychiatre, l'expert psychologue qui ont rencontré Lamia Bouzoumita en détention pendant l'instruction vont expliquer qu'elle n'a pas l'intelligence de construction, l'intelligence pour construire un scénario. Et on essaye de lui faire porter un chapeau beaucoup trop large, beaucoup trop grand pour elle. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, la mort violente de Michel Laforge, un homicide maladroitement camouflé en suicide en décembre 2011. 3 ans après, la suspecte numéro 1, la femme de ménage, se retrouve devant une cour d'assises. Ce 20 octobre 2014, Dina Bouzoumita, surnommée Lamia, surgit dans le décor de la cour d'assises de Paris. Elle a 40 ans mais semble en paraître 10 de plus. Elle maintient qu'elle n'a pas tué Michel Laforge. Elle répète qu'elle a quitté au plus vite l'appartement après avoir fait main basse sur les bijoux. Elle ne peut pas expliquer ce réflexe. Quand on lui pose la question « Pourquoi aviez-vous besoin d'argent ?», l'accusé répond que c'était pour sa famille, en Tunisie, pour les enfants, pour faire comme les autres. Hervé Laforge, le veuf, indique que Lamia leur avait été recommandée par une amie de Michel, présentée, dit-il, comme une vraie perle, d'une honnêteté absolument scrupuleuse. Il décrit sa femme comme enjouée, très attachée à son image, mais également capable d'être cassante. Dina Bouzoumita se défend mal, argumente dans un mauvais français d'une voix quasiment inaudible. Lors d'une audience, elle s'évanouit et demande à se reposer. Quand la présidente lui demande si elle a vu le visage de la femme dans la baignoire, elle répond non, explique avoir reconnu Madame Laforge grâce à son bout de pantalon. Pourquoi n'avez-vous pas prévenu les secours ? Réponse : j'avais peur, j'avais volé. La présidente lui demande pourquoi, le jour de la mort de Michel Laforge, elle a appelé à sa boutique pour lui parler. Ça vous arrive souvent d'appeler les morts ? Interroge la présidente. Pas de réponse. Le verdict tombe. Dina Bouzoumita est condamnée à 18 ans de réclusion. Virginie Clériot, fille de Michel Laforge, vous étiez évidemment à ce procès, vous y avez assisté avec une partie de votre famille. Qu'est-ce que vous attendiez de ce procès, de ces audiences ? En première instance, pour être très clair, je découvrais ce qu'était un prétoire, ce qu'était une salle d'audience. Tout ce cadre-là, qui est bien intimidant, je dois le dire. Et puis, devant
tant de mensonges, devant tant d'incompréhension, parce qu'en fait, on avait brossé un couple idéal, on avait brossé un portrait de ma mère qui n'était pas du tout celui-là, non plus du couple. Eh bien, quand on m'a proposé de prendre la parole, eh bien, je l'ai prise. Et j'ai fait exactement tout l'inverse, c'est-à-dire que j'ai dit ma vérité, j'ai donné ma vérité. Je voudrais juste dire, et c'est important, c'était la première fois que je prenais la parole. J'avais demandé au procureur d'être entendu, qu'il me reçoive. J'avais demandé au commissaire qu'il me reçoive. Je n'ai jamais été entendue. Vous n'avez jamais été entendue dans cette affaire, Virginie Clériot ? Non, exactement moins d'une demi-heure par la police. C'est étonnant, parce qu'en général, on entend les proches, ou tout au moins, ils ont toujours des témoignages intéressants à donner. Maître Damien Brossier, c'est pas le seul point d'interrogation de ce dossier. Effectivement, cette absence notamment d'audition de Virginie Clériot. Il y a aussi un autre point qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas eu de reconstitution dans ce dossier. Alors, en effet, et c'est dans quasiment tous les crimes de sang, il y a des reconstitutions. Et ne pas faire un acte, c'est assez terrible parce que bien souvent on se rend compte que lorsque l'on organise une reconstitution, on va découvrir des choses auxquelles on ne s'attendait pas. On va réaliser des choses auxquelles on ne pensait pas. Bien sûr. Voilà, donc un acte de cette importance-là non réalisé, c'est nécessairement une perte. Ça, c'est un manque dans ce dossier. Et effectivement, et là, il est bien trop tard, évidemment, pour réaliser ce genre d'opération. Virginie Clériot, lorsque la femme de ménage est condamnée 18 ans de prison, c'est pas rien. Quel est votre sentiment ? Vous y croyez à cette culpabilité ? On est en première instance, là. Non, bien sûr que non, je n'y crois pas. Après avoir été secouée par ma tante, et j'étais sortie de ma dépression, et il fallait bien à un moment donné. Non, c'était impossible qu'elle écope de 18 ans. Et ce qui était fou, c'est que l'avocat général avait demandé 15 ans, et en fait, elle a écopé 18 ans. Et de façon très personnelle, et ça ne regarde que moi, j'ai trouvé que c'était de la part de la présidente un message, qu'il y avait quelque chose d'autre à voir dans ce dossier. À ce point-là, vous pensiez effectivement que les portes n'avaient pas encore été totalement ouvertes. Nina Bouzoumita retrouve sa cellule de Fleury-Mérogis, mais elle fait appel. Les nouveaux jurés verront-elles en elle la femme de ménage qui a volé ou bien celle qui l'a tuée ? Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Michel Laforge. Sa femme de ménage a été condamnée en 2014 pour l'avoir volée et tuée. Elle a reconnu le vol des bijoux mais dément l'homicide. 2 ans plus tard s'ouvre son procès en appel. 11 avril 2016, Nina Bouzoumita comparée devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis à Bobigny. La femme de ménage n'a pas varié dans ses explications. Elle a commis un vol d'opportunité après avoir découvert sa patronne dans la baignoire. Elle assure que celle-ci était déjà morte quand elle a poussé la porte de l'appartement de la rue Ginoux le 13 décembre 2011 vers 10h30. L'absence de son ADN sur la scène de crime prêche en sa faveur. Aucun élément matériel susceptible de l'incriminer n'a été trouvé. Les jurés estiment que la thèse d'une dispute entre les deux femmes n'est pas suffisamment étayée. Après 4 jours d'audience, l'employé de maison est condamné à 3 ans de prison pour le vol des bijoux de sa patronne, mais elle est acquittée pour les violences ayant entraîné la mort de Michel Laforge. L'affaire revient donc au point zéro. Pas de meurtrier démasqué. La fille de Michel Laforge, Virginie Clériot, présente à l'audience, fait savoir qu'elle va continuer à se battre pour obtenir des explications. Je veux que le vrai coupable aille en prison. Je veux des réponses à mes questions, indique-t-elle. Virginie Clériot et son avocat Jean-Pierre Carrel ne vont pas tarder à demander un supplément d'enquête, notamment à propos d'un chemisier taché de sang que portait la victime et qui aurait étonnamment échappé aux investigations de la brigade criminelle. Virginie Clériot, voilà donc la femme de ménage acquittée. Vous êtes évidemment à nouveau présente à ce procès. Parlez-nous de cette histoire de chemisier ensanglanté.
cette pièce qui aurait échappé aux enquêteurs? Alors, je voudrais revenir sur un détail. Ce n'est pas Maître Carrel qui a fait cette demande d'expertise du chemisier, qui n'en est pas un d'ailleurs. C'est Maître Brossier. Mais je tiens également... Rendons donc à Maître Brossier ce qui lui appartient, qui est là dans le studio de l'heure du crime. Alors, parlez-nous de cette pièce de vêtement. C'est pas un chemisier, vous dites? C'est une chemise? Non, en fait, il est question d'un gilet de laine noire qui m'a été remis 3 ou 4 ans à peu près plus tard par la nouvelle femme du mari, qui était maculée de taches, qu'une teinturière avec des produits antidétachants avait constaté des traces de sang, mais apparemment ce n'en est pas. C'est un gilet que j'ai confié par l'intermédiaire de Maître Brossier à la brigade criminelle en janvier 2021 de Paris. Après, quant à savoir si ce sont des taches de sang, eh bien malheureusement il ne suffit pas de le demander, car en fait quand j'ai posé la question, si ce n'est pas des taches de sang, qu'est-ce que c'est? On m'a dit, ils en savent rien. Maître Brossier, est-ce que des expertises ont été faites sur cette pièce de vêtement? Je trouve que sur cette pièce de vêtement, je vais vous répondre, mais c'est assez intéressant et révélateur du fonctionnement de la justice. Dès lors qu'il y a un acquittement, on considère que l'affaire est terminée. Le dossier, il est rangé. C'est fini. Et on n'en entend plus parler. Or, s'il y a un acquittement, ça veut dire qu'il y a un homicide et qu'il n'y a pas d'auteur. Donc ça devrait être un dossier qui devrait de nouveau vivre. Là, en l'espèce, madame a récupéré ce chemisier qui était taché, qui présentait à plusieurs endroits des taches. Il lui a été indiqué que c'était des taches de sang. Normalement, une simple demande aurait dû immédiatement être suivie des faits pour qu'une expertise soit réalisée, que l'on sache si oui ou non c'était des taches de sang, à qui appartenait ce sang si c'était du sang, et est-ce qu'il y avait des traces d'ADN. Il a fallu des mois et des mois d'intervention, de médiatisation, de façon à pouvoir enfin obtenir cette expertise. Cette expertise, on en a eu le résultat. Il est pour madame décevant parce que ce n'est pas du sang. Donc ça n'est pas une piste intéressante. Et l'ADN qui a été retrouvé est un ADN finalement de proche, donc pas un ADN non plus sur lequel on peut baser une poursuite d'investigation. Mais encore une fois, les difficultés que l'on a eues pour obtenir cette simple vérification qui aurait dû être faite finalement très rapidement révèlent le fonctionnement habituel, hélas, de la justice en la matière. Et le fait est, c'est qu'il n'y a toujours pas de coupable dans cette affaire. La fille de Michel Laforge souhaite de tout son cœur que la vérité enfin apparaisse, un long combat qui va se heurter aux réticences et à une certaine inertie de l'appareil judiciaire. Heure du crime consacrée aujourd'hui à la mort toujours inexpliquée de Michel Laforge en décembre 2011. Les proches de la victime et notamment sa fille ne désespèrent pas d'obtenir l'ouverture d'une nouvelle enquête. 10 ans après le décès de Michel Laforge, les questions sont toujours plus nombreuses que les réponses. Personne ne peut dire qui a abrégé l'existence de cette femme au sein même d'un appartement retrouvé sans aucune trace de désordre. Le scénario retenu par les légistes penche pour celui d'une courte bagarre. Michel Laforge aurait perdu l'équilibre et aurait chuté, inanimée sur le rebord de la baignoire. Elle aurait ensuite été poussée dans cette même baignoire vide. Quelqu'un aurait ouvert les robinets et provoqué la mort par noyade d'une femme inconsciente. Scénario qui ne s'appuie que sur des suppositions. Après toutes ces années, personne n'est en mesure de donner la clé du décès de l'occupante de l'appartement. Face à toutes ces interrogations et surtout l'absence de coupable, la fille de Michel Laforge est la première à demander une nouvelle enquête pour que les circonstances de ce meurtre soient établies. La justice n'a pour le moment pas donné suite à cette requête. Et vous êtes la fille évidemment de Michel Laforge. Virginie Clériot est l'une de nos invitées aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Pas d'enquête rouverte. Cela fait 10 ans que votre mère est décédée. 10 ans, c'est beaucoup d'années. Comment vous avez vécu toute cette période et puis comment vous arrivez à vous projeter vers l'avenir ? Je suis malheureusement, comme toutes les familles, confrontée à l'assassinat d'un proche. Nous sommes à la fois brisés, notre vie a périclité et en même temps très en colère parce que rien ne bouge. En fait, les cold cases s'entassent
et il se passe franchement pas grand-chose. Et quand bien même il se passerait quelque chose, malheureusement, c'est pas notre dossier qui vient sur le dessus de la pile. Et on ne sait pas vraiment pourquoi il vient pas au-dessus de la pile. En fait, à nouveau, comme toutes ces familles déchirées, attendre 10 ans, attendre 20 ans, parfois 30 ans, c'est juste odieux, c'est juste abominable. Donc ce que je demande à la justice, c'est qu'elle entende notre désespoir et que nous sommes en fait doublement victimes. Nous sommes victimes d'avoir perdu un proche par un crime odieux. Et nous sommes doublement victimes par le fait que victimes d'un dysfonctionnement de la justice, d'une enquête bâclée, d'une seule période. Il faut pas mourir en période de Noël. Dixit un brigadier. Non, il vaut mieux mourir après le Nouvel An. C'est le bordel, c'est le foutoir pendant cette période. Donc en fait, il faut tout refaire. Victime de ce temps qui s'écoule inexorablement et où vous n'obtenez finalement aucune réponse. Maître Damien Brossier, je suppose évidemment que vous êtes d'accord avec ce que dit Virginie Clériot. Il y a dans ce dossier, on l'a dit, plus que des zones d'ombre, il y a des interrogations qui sont vraiment importantes, et notamment cette espèce de simulacre de suicide, cette mise en scène. On a l'impression presque que le meurtrier, j'ai envie de dire, en tout cas la personne qui a provoqué la mort de Michel Laforge, a signé son crime. Il y a des choses que l'on sait. Elle est morte de mort violente. Il y a des choses que l'on peut penser très fortement, et l'on a de bonnes raisons de le penser, c'est que la personne qui a fait ça est quelqu'un de proche, d'intime. Un cambrioleur de passage, il fuit dès lors que le crime est commis. Quelqu'un qui a besoin de maquiller la scène de crime en utilisant des éléments, photos, documents administratifs, montre par là qu'il connaît parfaitement la victime, et s'il a besoin de maquiller la scène de crime, c'est que cette scène de crime, elle va le concerner directement, il sera proche de l'enquête. Donc c'est un proche qui a tué, et c'est une femme qui a été tuée. Donc évidemment, on ne peut pas vivre avec ça. Pour la justice, le travail a été fait parce que le doute a bénéficié à l'accusé, mais pour les proches, on ne peut pas vivre avec ça. C'est un proche qui a tué ma mère, et on ne sait toujours pas, 10 ans après, qui c'est. C'est ce que nous dit Virginie L'autre Clériot, élément qui est assez révélateur, c'est que ce qui est terrible, c'est lorsqu'on en a immédiatement une piste. Parce que bien souvent, à ce moment-là, la justice se concentre essentiellement sur cette piste et lâche toutes les autres. On a un élément qu'il faut quand même introduire, c'est que c'était un couple qui vivait avec un train de vie assez élevé. Il y a eu la piste financière a été creusée d'ailleurs. Voilà, avec un train de vie assez élevé, mais avec de grosses difficultés financières. Il y avait une maison secondaire qui avait dû être vendue pour faire face aux dettes. Il y avait une clinique dont on avait du mal à rembourser les traites. Donc il y avait de véritables difficultés financières. Ce volet-là, il n'a pas été assez feuilleté par les enquêteurs. Il a été un petit peu... Il est connu. Il existe dans le dossier. Il est connu dans le dossier, donc on ne peut pas dire qu'il soit étranger au dossier, mais il n'intéresse pas dès lors que ça ne concernait pas la suspecte numéro 1. En un mot, Maître Brossier, on arrive à la fin de l'émission. En un mot, il faudrait quoi pour faire rebondir le dossier? Un témoignage Alors peut-être un témoignage. Souvent les choses sont sues. Peut-être qu'un témoignage permettrait à ce moment-là de réouvrir l'information et de reprendre le dossier avec d'autres hypothèses. Virginie Clériot, le dernier mot, évidemment, je vous le donne. Vous avez espoir aujourd'hui que l'enquête reparte? Ça vous tenaille encore cet espoir aujourd'hui? On vous sent très touché, mais on comprend. Je pense que vous vous battrez jusqu'au bout pour essayer d'avoir un complément d'enquête ou que le dossier soit rouvert une bonne fois pour toutes. C'est difficile, je suis forcément très très émue. Je voudrais profiter, si c'est possible,
que vous donniez un numéro de téléphone. Je voudrais faire un appel. Si ce jour du 13 décembre, quelqu'un a entendu les cris forcément de ma mère autour de midi, ou qui a des remarques aussi simples soient-elles, autour de la rue Saint-Charles, de la rue du 21 rue Ginoux, s'il vous plaît, vous avez eu peur de témoigner à l'époque. De témoigner à l'époque, je vous demande sincèrement, je vous en supplie même. Osez aujourd'hui, on a besoin de vous. Virginie Clériot, votre message est bien passé et le numéro sera sur rtl.fr, sur la page de l'heure du crime. Merci beaucoup Virginie Clériot, maître Damien Brossier d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard et Dany Matouk. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.